Imaginez la scène. Vous vous tenez dans la cour d'une villa romaine en 50 après Jésus-Christ et vous regardez un riche propriétaire terrien examiner une jeune esclave de 14 ans comme s'il s'agissait d'une bête de prix. Il vérifie ses dents pour juger de sa santé, mesure ses hanches pour évaluer sa capacité à enfanter, puis ouvre un registre en cuir et note sa valeur reproductive estimée 12 000 sesterces sur 20 ans si elle produit 8 enfants en bonne santé. Ce n'est pas une vente aux enchères de bétail, c'est de l'élevage humain. Et les Romains en ont fait une science. Ce que je vais vous montrer va détruire tout ce que vous pensiez savoir sur la civilisation romaine. Car si Rome nous a donné le droit et la littérature, elle a aussi perfectionné le programme d'élevage humain le plus systématique de l'histoire ancienne. Il tenait des registres détaillés, rédigeait des manuels d'instruction et calculait la reproduction humaine avec la même précision qu'ils appliquaient à l'élevage de bovins. Et ils ont documenté chaque détail terrifiant. Marcus Crassus n'est pas devenu l'homme le plus riche de Rome uniquement par la conquête. Sa véritable fortune provenait de l'élevage d'êtres humains comme du bétail, et les archéologues ont découvert les registres de sa villa en 1987. Ces livres de comptes ressemblent à des manuels d'élevage de bétail, sauf que le bétail en question était des femmes et des enfants esclaves. Une femme esclave en bonne santé de 16 ans coûtait 2000 sesterces. Mais Crassus calculait qu'elle pouvait produire 8 à 10 enfants, valant chacun 1500 sesterces. Cela faisait 12 000 à 15 000 sesterces de profit sur 20 ans, de l'élevage mathématique pur. Les registres suivaient les cycles menstruels, les résultats des grossesses et les taux de mortalité infantile avec une précision clinique. Les femmes qui ne concevaient pas dans leur première année étaient vendues à prix réduit. Une entrée décrit l'achat d'une grecque spécifiquement parce que son précédent propriétaire garantissait son exceptionnelle fertilité et la qualité de sa descendance. Mais la véritable horreur réside dans les appariements d'élevage. Comme un éleveur de chiens sélectionnant des traits, Crassus appariait les esclaves mâles et femelles en fonction des caractéristiques physiques qu'il voulait reproduire. Les hommes grands et forts étaient jumelés avec des femmes originaires de régions réputées pour produire des artisans qualifiés. Les belles femmes étaient appariées avec des hommes intelligents pour créer des esclaves adaptés aux services domestiques. L'analyse archéologique des quartiers d'esclaves dans les villas révèle des zones de logement séparées pour les femmes enceintes, avec des chambres plus grandes conçues pour accueillir les mères et plusieurs jeunes enfants. La disposition n'était pas faite pour le confort, elle visait à maximiser l'efficacité reproductive tout en minimisant le risque de perdre du bétail reproducteur précieux à cause de maladies. Les analyses médico-légales modernes des restes squelettiques provenant de cimetières d'esclaves romains confirment cette horreur. Les squelettes de femmes esclaves montrent des preuves de grossesse répétées dès l'âge de 13 ou 14 ans, avec des déformations pelviennes suggérant des complications d'accouchement qui seraient des urgences médicales aujourd'hui, mais qui étaient simplement acceptées comme des coûts normaux de l'activité d'élevage. Les Romains ne se contentaient pas de pratiquer l'élevage humain. Ils en rédigeaient des manuels d'instruction. Le texte agricole de Marcus Terentius Varro, datant de 37 avant notre ère, inclut une section sur la gestion de la reproduction des esclaves avec la même méthodologie scientifique qu'il appliquait à l'élevage de moutons et de bovins. Ces textes, préservés dans des monastères médiévaux, fournissent des instructions détaillées qui ressemblent à un cauchemar mêlant agriculture ancienne et trafic humain. Varro recommandait d'acheter des esclaves femelles entre 12 et 16 ans pour un potentiel reproductif optimal, notant que les filles plus jeunes nécessitaient un investissement initial plus important avant d'atteindre leur capacité productive. Il calculait que l'âge idéal pour la première grossesse était 15 ans, car cela offrait le maximum d'années reproductives tout en minimisant la mortalité maternelle, qui représenterait une perte totale de l'investissement. Le texte inclut des recommandations alimentaires spécifiques pour les esclaves enceintes,
Mais celles-ci n'étaient pas motivées par des préoccupations pour la santé maternelle. Elles visaient à produire les enfants les plus forts possibles. Les femmes enceintes recevaient du grain supplémentaire et parfois de la viande, non par compassion, mais parce que des mères malnutries produisaient des enfants plus faibles qui se vendaient moins cher sur le marché. Varro conseillait de séparer les esclaves mâles les plus robustes pour les besoins d'élevage en les logeant à part de la population générale afin d'éviter des accouplements incontrôlés qui pourraient produire une descendance inférieure. Ces hommes, appelés étalons dans les registres des villas, étaient récompensés par une meilleure nourriture et un meilleur logement en échange de leurs services reproductifs. Le manuel contient des instructions détaillées pour gérer les familles d'esclaves afin de maximiser l'efficacité de l'élevage. Les enfants étaient séparés de leur mère à l'âge de 5 ou 6 ans pour commencer une formation spécialisée, mais aussi pour libérer les mères afin qu'elles puissent avoir d'autres grossesses. Varro calculait que garder les enfants avec leur mère au-delà de cet âge représentait des opportunités reproductives perdues. Les passages les plus troublants concernent l'élimination du bétail reproducteur improductif. Varro recommandait de vendre les femmes qui ne concevaient pas après 2 ans de tentatives d'élevage, car leur coût d'entretien dépassait leur valeur potentielle. Les hommes qui produisaient systématiquement des enfants faibles devaient être exclus des programmes d'élevage et affectés à des travaux dangereux où leur mort représenterait une perte économique minime. Mais un élevage systématique exigeait plus que de la reproduction forcée. Il demandait de briser l'esprit humain pour garantir la soumission sur plusieurs générations. Le processus commençait dès l'arrivée d'une jeune femme dans la villa. Les nouvelles esclaves femelles subissaient ce que les sources romaines appelaient la période de domestication, qui durait généralement de 6 mois à 1 an. Pendant ce temps, elles étaient soumises à un conditionnement psychologique systématique destiné à éliminer toute pensée de résistance ou de fuite. L'isolement physique était la première étape. Les nouvelles arrivantes étaient séparées des autres esclaves et logées dans des cellules individuelles où elles n'avaient de contact qu'avec leur formateur désigné, généralement une esclave plus âgée qui s'était parfaitement adaptée au système. Cet isolement se poursuivait jusqu'à ce que la jeune femme montre des signes clairs de dépendance psychologique envers son ravisseur. La formation incluait des instructions explicites sur les techniques de soumission sexuelle destinées à préparer les jeunes femmes aux besoins d'élevage. Les textes médicaux romains décrivent des procédures qui étaient en réalité des viols systématiques déguisés en examens médicaux, destinés à évaluer la capacité reproductive tout en brisant simultanément la résistance psychologique. La manipulation alimentaire jouait un rôle crucial. Les nouvelles esclaves recevaient une nutrition à peine suffisante pendant les premiers mois, créant une faiblesse physique qui rendait toute résistance impossible. La nourriture était utilisée comme récompense pour la conformité et retirée comme punition pour la désobéissance. Cela créait un conditionnement puissant qui associait la survie à une obéissance absolue. La technique la plus efficace était la destruction délibérée de l'identité culturelle et familiale. Les nouvelles esclaves étaient forcées d'abandonner leurs noms originaux, leur langue et leurs pratiques religieuses. On leur donnait des noms romains et on leur imposait de ne parler que le latin, sous peine de punitions sévères pour toute utilisation de leur langue maternelle. La séparation familiale était systématique et intentionnelle. Les femmes qui arrivaient avec des enfants se les faisaient immédiatement enlever pour les affecter à d'autres parties de la villa ou les vendre à d'autres propriétaires. Cela éliminait les distractions qui pourraient interférer avec leurs devoirs reproductifs, créait un traumatisme émotionnel dévastateur qui brisait la résistance et fournissait un levier pour garantir la conformité continue par des menaces contre les enfants. La documentation révèle que le succès du bris était mesuré par des marqueurs comportementaux spécifiques. Une esclave pleinement conditionnée démontrait une soumission sexuelle complète, ne montrait aucun attachement émotionnel à sa progéniture
au-delà des soins de base et aidaient activement à former les nouvelles arrivantes. Les femmes qui atteignaient ce niveau de destruction psychologique étaient considérées comme du bétail reproducteur premium. L'aspect le plus sophistiqué de l'élevage humain romain était le système des vernets. Il s'agissait des esclaves nés et élevés en captivité, qui n'avaient jamais connu la liberté. Ces esclaves nés dans la maison représentaient l'aboutissement ultime des programmes d'élevage romains, produisant des êtres humains spécifiquement conçus pour une servitude à vie. Les vernets étaient considérés comme supérieurs aux esclaves achetés car ils n'avaient aucun souvenir de liberté pour corrompre leur obéissance. Les auteurs agricoles romains recommandaient qu'au moins 80% de la population esclave d'une villa soit composée de vernets, car ils représentaient de meilleurs investissements à long terme que les adultes capturés qui conservaient des souvenirs dangereux d'indépendance. Le système commençait par des grossesses soigneusement planifiées et programmées pour maximiser l'efficacité. Les calendriers de reproduction étaient coordonnés afin que plusieurs femmes accouchent pendant la même saison, permettant une gestion plus efficace des soins aux enfants et de la formation précoce. Les naissances au printemps étaient préférées, car les enfants pouvaient être sevrés pendant la saison des récoltes, quand le lait des mères esclaves était moins crucial. Les nouveau-nés vernailles subissaient immédiatement des processus d'évaluation qui déterminaient tout leur avenir. Des examens physiques dès les premiers jours identifiaient les handicaps ou défauts potentiels qui pourraient affecter leur valeur. Les enfants en bonne santé étaient si marqués par des marques ou des tatouages indiquant leur année de naissance, leur parenté et leur spécialisation prévue. Ceux présentant des défauts apparents étaient souvent tués immédiatement pour éviter de gaspiller des ressources. La petite enfance était soigneusement gérée pour produire des traits psychologiques spécifiques. Les enfants étaient séparés de leur mère biologique quelques mois après le sevrage et élevés dans des pouponnières de groupe par des esclaves femelles plus âgées, spécialement formées pour produire des personnalités dociles. Ces inspections incluaient des procédures invasives destinées à vérifier la virginité, évaluer la capacité reproductive et identifier tout défaut pouvant affecter la valeur d'élevage. Les jeunes femmes destinées à l'élevage subissaient les examens les plus approfondis. Les acheteurs inspectaient les dents, examinaient les seins pour juger du développement et effectuaient des examens internes pour évaluer les organes reproducteurs. Les commissaires-priseurs fournissaient des informations détaillées sur l'historique menstruel, les grossesses précédentes et les antécédents médicaux familiaux. Les femmes ayant déjà produit des enfants en bonne santé commandaient des prix premium en tant que bétail reproducteur prouvé. Le processus d'enchère incluait des démonstrations de performance où les esclaves femmes étaient dits forcées d'exhiber leurs capacités physiques, leurs compétences domestiques et leur soumission sexuelle. Ces démonstrations se déroulaient publiquement, avec des foules d'acheteurs et de spectateurs observant des êtres humains contraints de prouver leur valeur pour l'achat. Les esclaves mâles reproducteurs subissaient des examens similaires axés sur la force physique, les traits génétiques et la fertilité prouvée. Les hommes ayant engendré plusieurs enfants en bonne santé étaient commercialisés comme bétail reproducteur premium, avec des registres détaillés des caractéristiques et des valeurs marchandes de leur descendance. Les enfants nés d'esclaves étaient souvent vendus aux mêmes enchères, offrant aux acheteurs des exemples des traits génétiques qu'ils pouvaient attendre des achats d'élevage. Ces ventes familiales étaient délibérément conçues pour démontrer le potentiel reproductif tout en créant un traumatisme supplémentaire par la séparation familiale. La médecine romaine a développé une spécialité entière autour de la gestion de la reproduction des esclaves, produisant des textes médicaux qui ressemblent à des manuels vétérinaires appliqués au bétail humain. Le médecin romain Soranus d'Éphèse a écrit abondamment sur la gynécologie des esclaves, décrivant des procédures destinées à évaluer la capacité reproductive et à assurer la survie d'une progéniture précieuse. Les procédures de tests de fertilité développées spécifiquement pour les esclaves femmes
étaient invasives et brutales selon les normes modernes, mais considérées comme des soins médicaux de routine par les médecins romains. Ces examens incluaient des inspections internes pour évaluer les organes reproducteurs, un suivi forcé des menstruations pour identifier les moments optimaux d'élevage et des traitements expérimentaux pour augmenter les taux de fertilité. Les textes médicaux romains décrivent des approches systématiques pour gérer les grossesses d'esclaves qui priorisaient la survie de la progéniture sur la santé maternelle. Les esclaves enceintes recevaient des régimes spécialisés calculés pour produire des enfants plus grands et plus forts, indépendamment du coût physique pour les mères. Les interventions médicales, lors d'accouchements difficiles, se concentraient ironisant sur le sauvetage des bébés précieux, même lorsque cela nécessitait des procédures susceptibles de tuer les mères. Les césariennes y étaient pratiquées sur des esclaves femmes des siècles avant de devenir courantes pour les femmes libres, mais non pour sauver la vie des mères. Les médecins romains ont développé ces techniques spécifiquement pour récupérer des bébés précieux de mères esclaves mourantes, sans aucune attente que les mères survivent à la procédure. Le défi le plus dévastateur pour les programmes d'élevage romains est venu des esclaves eux-mêmes. La troisième guerre servile menée par Spartacus de 73 à 71 avant notre ère a commencé comme une révolte de gladiateurs, mais a évolué en une attaque systématique contre les fondements mêmes de l'esclavage romain, y compris les programmes d'élevage. Spartacus comprenait qu'une victoire militaire seule serait insuffisante. Son génie stratégique résidait dans la reconnaissance que les programmes d'élevage représentaient la durabilité à long terme de la société esclavagiste romaine. S'ils pouvaient être perturbés de façon permanente, toute la base économique de l'Empire s'effondrerait en une génération. La stratégie des rebelles incluait la libération systématique des installations d'élevage dans tout le sud de l'Italie. Quand les forces de Spartacus capturaient une villa, elles ne se contentaient pas de libérer les esclaves existants. Elles détruisaient l'infrastructure de l'élevage humain. Les registres d'élevage étaient brûlés, les installations spécialisées démolies et le bétail reproducteur intégré à la population générale pour empêcher toute exploitation reproductive future. Les preuves archéologiques des villas saccagées pendant la révolte de Spartacus montrent la minutie de ces opérations. Les fouilles révèlent une destruction délibérée des pouponnières, des chambres d'élevage et des équipements médicaux utilisés pour gérer la reproduction des esclaves. Les rebelles savaient exactement ce qu'ils ciblaient et éliminaient systématiquement les fondations physiques des programmes d'élevage. La réponse romaine révèle à quel point les programmes d'élevage étaient centraux pour la survie de l'Empire. Marcus Licinius Crassus, chargé de réprimer la révolte, priorisait la recapture des installations d'élevage sur la récupération des opérations agricoles générales. Ces dépêches militaires montrent que la protection de l'infrastructure reproductive était considérée comme essentielle à la sécurité nationale romaine. L'échec de la rébellion a entraîné des représailles sauvages spécifiquement conçues pour terroriser quiconque envisagerait de perturber les programmes d'élevage. Les célèbres crucifixions le long de la voie appienne incluaient un nombre disproportionné de femmes ayant participé à la libération des installations d'élevage. Les techniques archéologiques modernes ont révélé des preuves physiques troublantes qui confirment les sources documentaires. Les fouilles sur les sites de villas dans tout l'ancien empire romain révèlent des caractéristiques architecturales, des collections d'artefacts et des restes humains qui dressent un tableau détaillé des opérations d'élevage humain systématique. Les relevés par radar à pénétration de sol sur des sites comme Pompéi ont identifié des complexes de bâtiments spécialisés clairement conçus pour gérer la reproduction humaine. Ces structures incluent un logement séparé pour les femmes enceintes, des installations de pouponnières avec des systèmes de chauffage sophistiqués et des salles médicales équipées d'instruments gynécologiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'architecture domestique romaine. La villa de Quintus Hortensius, près de Tusculum, fournit la preuve archéologique la plus complète d'une opération d'élevage romaine. Le site comprend des quartiers séparés pour les mâles reproducteurs, un complexe de maternité
avec des salles d'accouchement individuelles et une installation de pouponnières conçue pour abriter plus de 100 nourrissons simultanément. L'analyse médico-légale des restes squelettiques provenant de cimetières d'esclaves romains révèle le tribut physique payé par les femmes esclaves. Les squelettes féminins des sites de villas montrent des preuves de grossesse répétées dès l'âge de 13 à 14 ans, avec des déformations pelviennes indiquant des accouchements difficiles et des taux élevés de mortalité maternelle. Les découvertes les plus troublantes proviennent des sites d'inhumation d'enfants associés aux villas romaines. Les fouilles archéologiques ont mis au jour des fosses communes contenant des centaines de restes d'enfants, avec des analyses médico-légales suggérant qu'il s'agissait d'enfants morts au cours des premiers mois de vie. La nature systématique de ces inhumations indique que la mortalité infantile élevée était un aspect attendu des opérations d'élevage. Les programmes systématiques d'élevage humain de la Rome antique ont établi des schémas d'exploitation qui ont résonné à travers des siècles d'esclavage humain, influençant le développement des systèmes de plantation, des politiques coloniales et des formes modernes de trafic humain. Les techniques, justifications et calculs économiques inaugurés par les propriétaires de villas romaines ont fourni des modèles pour les formes ultérieures d'exploitation reproductive. Les systèmes coloniaux espagnols et portugais dans les Amériques ont largement emprunté aux précédents romains d'élevage, y compris le concept de traiter les esclaves comme des ressources renouvelables par une reproduction contrôlée. Les documents coloniaux des XVIe et XVIIe siècles incluent des références explicites aux textes agricoles romains comme guides pour gérer les populations esclaves dans les plantations du Nouveau Monde. Les techniques psychologiques développées pour briser la résistance et garantir la conformité au programme d'élevage ont été transmises à travers des siècles de pratiques esclavagistes. La destruction systématique des liens familiaux, de l'identité culturelle et de l'autonomie personnelle qui caractérisait la production de vernets romains est devenue une procédure standard dans les systèmes de plantation à travers les Amériques. Les formes modernes de trafic humain, en particulier le trafic sexuel, emploient des techniques de contrôle psychologique qui remontent directement aux méthodes romaines pour conditionner le bétail reproducteur. L'isolement, la création de dépendance et la destruction d'identités utilisées par les trafiquants contemporains suivent les schémas établis par les propriétaires d'esclaves romains il y a plus de 2 millénaires. Les programmes d'élevage tordus de la Rome antique représentent plus qu'une curiosité historique. Ils révèlent la méthodologie systématique par laquelle des sociétés civilisées peuvent réduire des êtres humains à des marchandises économiques tout en maintenant des justifications élaborées pour une exploitation inconcevable. Pendant plus de 5 siècles, l'Empire romain a perfectionné des techniques pour traiter la reproduction humaine comme une science agricole. Les preuves archéologiques continuent de révéler de nouvelles horreurs à mesure que les techniques modernes mettent au jour l'infrastructure physique de l'élevage humain systématique. Chaque fouille apporte de nouvelles découvertes qui nous forcent à affronter la réalité qu'une des civilisations les plus célébrées de l'histoire a construit sa prospérité par des méthodes que la société moderne qualifierait de crimes contre l'humanité. Les preuves documentaires préservées dans les textes romains montrent à quel point la sophistication intellectuelle peut facilement s'appliquer à l'horreur morale. Les mêmes esprits qui ont produit des traités philosophiques sur la vertu et la justice ont aussi rédigé des manuels cliniques pour l'élevage humain qui ne montrent aucune reconnaissance de l'humanité de leur sujet. Comprendre la réalité des programmes d'élevage romains fournit un contexte essentiel pour reconnaître des schémas similaires dans les formes contemporaines d'exploitation. Les mêmes techniques psychologiques, calculs économiques et justifications sociales qui ont permis l'élevage humain systématique dans la Rome antique continuent d'opérer dans les systèmes modernes de trafic, de travail forcé et de contraintes reproductives. Cet héritage tordu nous rappelle que les réalisations civilisationnelles ne signifient rien si elles sont construites sur la déshumanisation systématique des populations vulnérables.
le véritable progrès exige non seulement l'avancement technologique ou la sophistication culturelle, mais aussi la reconnaissance morale de la dignité et de l'autonomie inhérente à chaque être humain. Et si ce regard dans les ténèbres cachées de l'histoire vous a donné envie d'en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pour découvrir un autre chapitre choquant que l'histoire a essayé d'effacer. Si vous avez trouvé cette exploration aussi captivante que moi, appuyez sur le bouton d'abonnement pour que nous puissions continuer à éplucher les couches ensemble. Ces voix oubliées méritent d'être entendues.